Bonjour tout le monde, bienvenue à cette diffusion des résultats de recherche sur le guide pour la mise en place de stratégies d'inclusion par le sport. C'est une activité qui a été organisée par l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, on va vous présenter le guide pour la mise en place de stratégies d'inclusion par le sport. Moi, c'est Marie Grandisson, je suis professeure à l'Université Laval, puis je suis chercheuse à l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, de même qu'au CIRIS, qui est un centre de recherche à Québec. Pour la présentation aujourd'hui, je suis accompagnée par Sarah Martin-Roy. Je suis, je suis professionnelle de recherche au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Donc, à Québec, c'est le CIRIS. Merci, Sarah. Donc, Sarah et moi, on va vous présenter le guide. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, vous voyez bien mon écran, hein? Vous pouvez juste me confirmer. Sarah, vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, OK, oui, aussi dans le chat, merci beaucoup. Juste pour être sûr, ça m'est déjà arrivé avec des étudiants d'oublier de partager mon écran, puis ça a pris 5 minutes avant qu'ils me le disent. Les objectifs ensemble aujourd'hui, c'est d'abord de connaître cette stratégie que vous pouvez utiliser et combiner ensemble pour venir optimiser les effets du sport sur l'inclusion sociale des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis également, c'est de vous familiariser avec le guide sur la mise en place de stratégies d'inclusion par le sport. Donc, vous avez peut-être remarqué que le format de notre présentation est un peu drôle, hein, est en forme de page. En fait, c'est qu'on a essayé de reproduire le guide le plus possible, donc de prendre vraiment des informations, des visuels qui sont dans le guide pour que vous puissiez les retrouver facilement par la suite. Donc, on va vous présenter comment il a été conçu ce guide-là, puis qu'est-ce qu'il contient. Donc, le déroulement, ça va être de vous faire une courte introduction au projet de recherche sur l'inclusion dans le sport qui a mené à la création du guide. On va vous présenter le guide, on va faire une courte conclusion, puis on va se garder environ 30 minutes pour une période d'échange et de questions. Puis, inquiétez-vous pas, on vous a aussi préparé des petits sondages en cours de présentation pour vous garder actifs, là, surtout qu'on ne vous voit pas présentement, donc s'assurer que vous êtes encore avec nous. On va débuter tout de suite par notre premier sondage pour mieux vous connaître. Il devrait avoir une fenêtre devant vous, puis vous pouvez répondre donc dans quel réseau au milieu vous êtes impliqué. Vous pouvez répondre plus d'une réponse au besoin. Puis dans quel contexte vous êtes impliqué. Est-ce que c'est dans le contexte régulier qui est plus dédié à la population générale ou dans un contexte spécialisé ou encore dans les deux contextes? Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Déjà, il y en a plus d'une vingtaine qui ont répondu. Super. Donc, je vais partager les résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un beau groupe diversifié, hein. On a la moitié des gens qui viennent des santé et services sociaux, mais on a quand même 20 19 qui viennent de l'éducation, 40 des loisirs et sports. Puis, on a aussi des gens du milieu associatif. Puis enfin, dans la deuxième question, on voit qu'il y a peu de personnes qui sont impliquées dans le contexte régulier. On a quand même une personne motivée à en apprendre plus sur l'inclusion, quelqu'un qui est impliqué seulement dans le contexte régulier. Puis, on a justement 59 personnes qui sont dans les contextes spécialisés, puis 38 qui sont impliqués dans les deux types de contextes. Puis, je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment une belle diversité de personnes, puis c'est vraiment ce que ça prend pour pouvoir mettre en place des stratégies d'inclusion par le sport. On a vraiment besoin d'avoir des gens de la santé, des gens du milieu des sports, de l'éducation, du milieu associatif qui travaillent ensemble pour créer des initiatives puis pour se soutenir, pour que l'expérience de tout le monde soit le plus positive possible. Donc, la courte introduction au projet de recherche, mais en fait, c'est qu'on a constaté que malgré tous les bienfaits que peuvent avoir les activités physiques et sportives pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, que ce soit au niveau de la santé physique,
au niveau de la santé mentale, mais aussi au niveau de l'estime de soi ou au niveau du développement de relations positives avec les autres, de l'inclusion sociale, on a constaté que ces activités-là n'étaient pas utilisées à leur plein potentiel pour favoriser l'inclusion sociale des personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Parce que présentement, bien, au moment de débuter l'étude, ce qui était offert au Québec, c'était beaucoup des activités dans lesquelles les personnes qui présentaient une déficience intellectuelle participaient aux côtés de d'autres qui présentent aussi une déficience intellectuelle. Puis ces activités-là ont plein de bienfaits, puis elles doivent se poursuivre, sont super importantes, mais on trouvait qu'il y avait moins d'occasions d'interaction avec les gens de la population générale avec ce qui était offert actuellement. Donc, notre objectif, c'était d'identifier des stratégies prometteuses qui permettent de favoriser l'inclusion grâce au sport. Donc, c'est un projet de recherche qui a été réalisé grâce au soutien financier du Fonds de recherche Société et Culture du Québec, puis d'Olympiques spéciaux là, au niveau canadien principalement, puis qui a été fait avec l'implication de plusieurs chercheurs, étudiants et professionnels de recherche, en plus de Sarah et moi. Donc, j'aimerais mentionner là, Élise Milot et Diane Morin, qui sont des chercheuses à l'Institut universitaire en DITSA, mais également Marie-Ève Lamontagne, qui est chercheuse, et Anne-Sophie Allard, qui est professionnelle de recherche, puis Justine, Myriam, Béatrice, Ariane, Alexia et Béatrice, qui sont toutes des étudiantes qui ont contribué au projet à différents moments. Donc, dans le projet de recherche, on avait débuté par une recension des écrits. Hein. Ce n'est pas très original. On commence par regarder ce qui se fait, ce qu'il y a dans la littérature. Donc, on a trouvé 14 articles qui traitaient d'inclusion et de sport, d'activité physique et sportive pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ça nous a permis d'identifier des stratégies qu'on est allé bonifier via la consultation avec des acteurs clés qui sont sur le terrain. On avait un représentant des loisirs et sports de la Ville de Québec. On avait un parent d'une personne qui a une déficience intellectuelle. On avait une personne qui avait une déficience intellectuelle, puis on avait un représentant d'Olympiques spéciaux Québec aussi, qui sont venus regarder les stratégies qu'on avait trouvées, puis qui nous ont aidés à les bonifier pour qu'on arrive avec 7 stratégies qui pouvaient être utilisées pour favoriser l'inclusion par le sport. Par la suite, on est allé un peu mettre à l'épreuve ces stratégies-là, voir ce que la population sportive québécoise, que ce soit des milieux réguliers ou des milieux spécialisés, pensait de ces stratégies-là. Donc, on a demandé d'identifier c'était quoi les avantages, qui percevaient les désavantages, mais aussi leurs recommandations. Si on était pour utiliser ces stratégies-là au Québec, comment on devrait s'y prendre pour que ça fonctionne bien? Quels étaient leurs conseils, finalement? Donc, on a fait 4 groupes de discussion, dont 2 au Saguenay, puis 2 dans la région de Québec. Puis, ce qui en est ressorti, vous allez le voir surtout dans la partie avantages, désavantages du guide, puis dans les recommandations. Mais ils nous ont quand même tout de suite mentionné qu'ils trouvaient les activités de sensibilisation puis la formation aux entraîneurs particulièrement prometteurs comme stratégie, particulièrement important à mettre en place au Québec le plus rapidement possible. Donc, ça apparaissait, oui, les plus pertinentes, mais en même temps, ils nous mettaient en garde de dire on ne peut pas se laver les mains après avoir fait juste ça. C'est insuffisant pour s'assurer que l'expérience va être positive. Bien sûr, c'est positif d'avoir des entraîneurs plus formés, d'avoir une population qui a des meilleures attitudes par rapport aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment favoriser l'inclusion sociale, puis vraiment avoir le développement de relations qui vont être signifiantes entre des personnes qui ont une déficience intellectuelle puis d'autres qui n'en ont pas, puis qui vont se maintenir dans le temps aussi, comme on le souhaite. Donc, ça, c'était l'opinion de 28 personnes du Québec. Donc, on est allé un peu plus loin. On a fait un sondage en ligne pour avoir un portrait plus général de l'opinion de la population sportive québécoise à l'égard de nos 7 stratégies. Puis, globalement, on a vu que les gens étaient vraiment très favorables aux différentes stratégies que je vais vous présenter sous peu. Puis qu'il y avait, pour presque toutes les stratégies, plus de la moitié des gens qui étaient même intéressés à s'impliquer dans ces stratégies-là. Puis on leur a demandé d'identifier leurs 3 priorités. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire dans les prochaines années au Québec de façon prioritaire? Puis, vous voyez encore une fois, activité de sensibilisation puis formation aux entraîneurs, c'est les 2 choses qui ressortent vraiment de manière marquante. C'est des choses qu'on doit investir beaucoup, mais il y a aussi les activités unifiées dont je vais vous présenter, je vais vous parler sous peu,
le soutien par un accompagnateur et le soutien par un coéquipier, qui ont été aussi des stratégies qui ont été quand même priorisées par plusieurs participants. Donc, je laisse la parole à Sarah. Bonjour. Dans le fond, je voulais vous présenter les étapes clés d'élaboration du guide qui ont mené à sa production. Donc, à la version que vous avez reçue, je pense qu'il y a pas très longtemps avant la présentation, mais que vous pourrez consulter plus amplement après. Donc, dans un premier temps, la conception du guide a été faite à partir des résultats du projet de recherche dont Marie vient de vous parler. Ensuite, il y a une étape de validation interne qui a été réalisée par les membres de l'équipe de recherche pour s'assurer que l'information est claire, pertinente et suffisante. Donc, il y a eu plusieurs allers-retours et ça nous a vraiment permis de bonifier le guide. Et dans un troisième temps, l'étape de validation externe a vraiment été importante. On est allé consulter des experts qui sont des acteurs impliqués dans l'inclusion des personnes présentant une déficience intellectuelle dans les activités physiques et sportives. Ce sont des représentants d'organismes qui ont généreusement accepté de vérifier si le guide était encore une fois clair, pertinent et si les informations étaient suffisantes. Et on tenait à les remercier. Donc, on avait quelqu'un de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, de l'Institut universitaire, Olympiques spéciaux Québec, Adaptavie, la Ville de Québec et le Coureur nordique. Alors, on vous présente dans le fond la page couverture du guide. Vous avez sur la page couverture les 7 pictogrammes qui ont été créés dans le cadre du projet de recherche. Maintenant, je voulais vous présenter la première section du guide qui est à propos du guide, qui est une introduction que je vais vous présenter dans les diapositives suivantes. Alors, le guide a comme objectif de promouvoir l'utilisation des activités physiques et sportives à leur plein potentiel pour favoriser l'inclusion sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle. Donc, le guide contient de nombreuses informations utiles pour favoriser l'inclusion des personnes présentant une déficience intellectuelle dans le sport. Il détaille les 7 stratégies d'inclusion qui peuvent être utilisées par des intervenants de différents milieux. Donc, en plus de la présente section à propos du guide, il y a la section sur les stratégies d'inclusion et il y a également une section avec des outils d'auto-évaluation dont je vais vous parler plus tard. Donc, la section sur les stratégies d'inclusion comprend la description de cette stratégie, aussi comment faire le choix d'une stratégie et comment on peut combiner les stratégies pour optimiser le potentiel d'inclusion sociale. Et puis, je voulais vous préciser qu'à la page 4 du guide, vous avez un tableau, dans le fond, avec toutes les stratégies en une page. Ça peut être intéressant pour repérer. Donc, à qui s'adresse le guide? Donc, il s'adresse à toutes les personnes et à toutes les organisations qui veulent s'impliquer pour favoriser l'inclusion sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle à travers le sport. Donc, ça peut être autant des organisations sportives spécialisées comme Olympiques spéciaux, des organisations sportives régulières, des entraîneurs, des bénévoles, les sportifs eux-mêmes, des intervenants d'organismes communautaires, des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ou du réseau scolaire, des parents, des chercheurs et enfin les villes et les municipalités qui sont souvent impliquées dans les loisirs. Donc, on vous montre ici 3 bulles qui représentent 3 situations pour lesquelles le guide peut être pertinent. Donc, ça peut être tout simplement parce que vous voulez en savoir plus sur les façons de favoriser une expérience positive d'inclusion par le sport. Ça peut être aussi dans le cas où vous voulez inclure une personne présentant une déficience intellectuelle dans un groupe sportif régulier ou encore si vous voulez développer un projet novateur d'inclusion dans des activités physiques et sportives. Alors maintenant, comment utiliser le guide? Donc, dans un premier temps, le guide est un outil de référence donc, qui permet d'orienter le choix de stratégies, de guider la mise en place d'une ou plusieurs stratégies et peut également vous être utile si vous rencontrez des difficultés. Dans un deuxième temps, le guide est une source d'inspiration. Donc, c'est vraiment un point de départ pour mettre en place une stratégie, une initiative. Puis on vous conseille vraiment d'être souple et créatif dans l'application des stratégies. Puis, dans un troisième temps, il y a le volet auto-évaluation qui vous permet d'apprendre de votre expérience et de la bonifier.
Quand on vous parle d'être créatif dans l'utilisation des stratégies, on veut dire que vous pourriez, par exemple, impliquer des personnes avec et sans déficience intellectuelle de la même communauté pour qu'elles développent ensemble une initiative qui leur ressemble. Aussi, vous pouvez développer de nouvelles propositions d'activités qui vont favoriser l'inclusion en consultant des personnes qui ont une déficience intellectuelle tout au long du processus pour avoir leur avis, pour bonifier les activités, etc. Puis, on tenait à souligner également que les stratégies présentées peuvent aussi vous inspirer pour favoriser l'inclusion d'autres groupes de personnes, comme les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ou encore une déficience visuelle, par exemple. Merci, Sarah. Alors, on va rentrer dans le cœur de notre sujet. C'est quoi nos 7 stratégies d'inclusion par le sport? Donc, pour chacune des stratégies dans le guide, on a 4 pages. Donc, on a la première page qui décrit, qui présente la stratégie de manière plus générale. Puis ensuite, on a une page qui vous montre les avantages, désavantages de cette stratégie-là. Ensuite, on a une autre page pour les recommandations si vous mettez en place cette stratégie-là. Puis enfin, on vous présente des initiatives inspirantes qui ont eu lieu pour la plupart au Québec dans les dernières années. Donc, pour la première stratégie, je vais vraiment vous présenter l'ensemble, les 4 pages pour vous donner une idée. Mais par la suite, par souci d'arriver dans le temps, on va vous présenter seulement la première page pour que vous vous familiarisiez avec chacune des stratégies aujourd'hui. Donc, notre première stratégie, c'est de développer des activités unifiées. Donc, c'est quoi des activités unifiées? C'est dans le fond la mise en place de groupes sportifs moitié-moitié. Donc, dans lesquels il y a la moitié des sportifs qui ne présentent pas de déficience intellectuelle. Ici, c'est nos sportifs en bleu. Puis, on a l'autre moitié des sportifs dans le même groupe qui présentent une déficience intellectuelle. Là, ici, vous ne voyez peut-être pas, là, mais c'est le petit logo d'Olympiques spéciaux sur leur chandail. Donc, il y a un même entraîneur pour ce groupe-là. Puis, ces sportifs-là vont s'entraîner ensemble pendant une certaine période, puis peuvent participer aussi à des compétitions ensemble. Il y a des compétitions unifiées qui existent là, au niveau international. Donc, les activités unifiées, je voulais vous donner un exemple, c'est vrai, avant de passer sur cette page-là. On peut penser à des personnes qui ont comme objectif de courir leurs premiers 5 km. Donc, ça peut être un objectif que des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ont envie de relever, mais ça peut être aussi un objectif que d'autres personnes de la population générale ont envie de relever. Donc, ils embarquent dans une initiative ensemble pendant 10 semaines, puis ils s'entraînent 1 à 2 fois par semaine ensemble en vue de réaliser leurs premiers 5 km, de réaliser leur défi à chacun. Donc, ça peut être un exemple d'activité unifiée. Les activités unifiées présentent certainement beaucoup d'avantages. Là, c'est une initiative qui a été mise de l'avant par Olympiques spéciaux au niveau international, puis qui est en place dans plusieurs pays. Il y a vraiment des gros réseaux de sport unifiés qui existent. Puis, c'est très intéressant. Au niveau des études, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a des retombées au niveau d'indicateurs liés à l'inclusion sociale. Donc, oui, les attitudes des sportifs qui ne présentent pas de déficience intellectuelle peuvent s'améliorer lorsqu'ils participent à des activités unifiées. C'est aussi une belle occasion de rencontre, de vraiment développer des relations entre des sportifs qui partagent un intérêt commun pour un sport, une activité, puis de se voir régulièrement, puis de développer des relations positives et signifiantes pour chacun. Donc, au niveau de l'inclusion sociale, c'est vraiment très intéressant comme stratégie. Par contre, les petits bémols qu'on mettrait, c'est que dans les études, ils soulignent que ça peut être difficile de maintenir les relations. Donc, oui, les sportifs s'entendent bien sur le terrain, mais ils n'ont pas nécessairement des occasions de se voir en dehors du terrain de soccer, pour dire quelque chose. Donc, c'est beau, mais s'ils n'appartiennent pas aux mêmes communautés, donc ils ne sont pas du même quartier, ils viennent d'endroits complètement différents, bien, peut-être que ces contacts-là ne pourront pas se perdurer dans le temps. Dans les groupes de discussion, ce qui a été souligné aussi, c'est que le recrutement peut être difficile dans des régions où il n'y a pas nécessairement un bassin pour créer des équipes unifiées en plus des équipes spécialisées puis en plus des équipes régulières. Donc, d'avoir assez de joueurs, assez d'athlètes intéressés à s'impliquer là-dedans, ça peut être difficile, surtout si on veut qu'il y ait des habiletés sportives similaires.
c'est une des choses qu'on souligne beaucoup là, dans les recommandations, justement. Donc, de favoriser le jumelage de sportifs qui ont des intérêts et habilités sportives similaires. Donc, si moi, je déteste le soccer, invite-moi pas à venir jouer au soccer dans une équipe unifiée. Je peux bien avoir un intérêt pour faire du sport unifié, mais si l'activité choisie ne correspond pas à mes intérêts ou si je ne suis pas du tout de niveau pour participer à l'activité avec le groupe, ce ne sera pas une expérience qui va être positive pour moi, puis probablement pas pour les autres non plus qui vont avoir à m'endurer. D'autres recommandations qu'on a là-dedans, c'est d'essayer d'organiser les activités sur une base régulière. Donc, de ne pas avoir juste une fois un événement, mais de vraiment miser le plus possible sur la répétition, une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par semaine, vraiment d'avoir une régularité et que ça fasse partie du quotidien des personnes de se voir en contexte de sport unifié. Certaines recommandations aussi issues des groupes, c'est de fixer un but commun. L'exemple de tout à l'heure, le 5 km à réaliser ensemble, mon premier 5 km, et ça peut en être un exemple. Évidemment, l'importance de promouvoir un climat d'inclusion et d'entraide. Donc, ici, l'entraîneur a un gros rôle à jouer pour que les sportifs entre eux vraiment essaient de s'entraider le plus possible puis valorisent l'apport de chacun des joueurs autant et non créer un climat de compétition entre les sportifs d'un même groupe. Ici, dans la dernière page reliée aux activités unifiées, on a des initiatives unifiées inspirantes. Donc, le yoga unifié est présenté dans le guide. Là, pour l'instant, je vais vous parler du soccer unifié. En fait, c'est lors de l'Université internationale d'été en déficience intellectuelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étiez en 2018. Pour ma part, j'ai dû rester chez nous parce que je ne pouvais plus bouger en fin de grossesse, malheureusement. Mais il y a eu une activité de soccer unifié qui a été organisée par Olympiques Spéciaux Québec. Donc, les gens qui étaient à la conférence à l'Université d'été ont été jumelés à des joueurs de l'équipe olympique spéciaux de soccer de Trois-Rivières. Donc, le temps d'une soirée, les équipes ont été mélangées. Donc, ils ont créé 2 équipes, moitié-moitié. Puis, il y a eu un match amical de soccer qui a été joué. Donc, l'activité a été fort appréciée de tous. Tellement que l'année suivante, il y a eu une initiative de soccer unifié interuniversitaire qui a vu le jour. Donc, il y a eu 4 équipes de soccer constituées à moitié d'étudiants universitaires et de joueurs de soccer olympiques spéciaux qui ont été jumelés ensemble, qui se sont entraînés pendant quelques semaines en vue de participer au tournoi de soccer unifié à Trois-Rivières à l'été 2019. Fait que ça, c'est une belle progression pour avoir quelque chose qui était plus sur une base régulière puis qui permettait davantage aux gens de se connaître. Alors, notre deuxième stratégie maintenant, c'est de réaliser des activités de sensibilisation. Donc, l'idée ici, c'est de sensibiliser la population générale au potentiel des sportifs qui présentent une déficience intellectuelle, mais aussi aux avantages de leur inclusion. Donc, on peut penser à diffuser des messages positifs dans les médias concernant les réussites, les accomplissements de sportifs qui présentent une déficience intellectuelle, qui ont eu de belles performances, que ce soit dans le sport spécialisé ou dans le sport régulier. Ça peut être aussi en invitant la population générale. Lorsqu'il y avait eu les Jeux nationaux d'hiver d'Olympiques spéciaux, moi, j'étais étudiante à la maîtrise dans le temps, puis ils cherchaient des bénévoles. Donc, je m'étais impliquée plus bénévolement, comme plein d'autres mondes de la Ville de Québec, pour donner un soutien finalement aux athlètes, à l'organisation pendant ces Jeux-là. Donc, c'était une belle occasion finalement de rencontrer ces athlètes-là, de voir tout le potentiel qu'il y avait. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui jouais un rôle qui n'était pas celui de sportif, mais qui était un rôle de bénévole. La sensibilisation peut aussi se faire à l'échelle plus locale. Donc, quand il y a un sportif qui présente une déficience intellectuelle qui est intégré dans un groupe, bien, il peut avoir des activités de sensibilisation ou des messages qui lui soient transmis par un organisme pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, qu'on est un organisme qui promouvoit l'inclusion, qu'on reconnaît la valorisation, l'apport important de chacun, qu'on a tous des forces et des défis, puis qu'on gagne à s'entraider pour arriver plus loin ensemble. Donc, vraiment d'avoir une petite sensibilisation puis d'avoir de l'information qui est offerte aux autres parents qui sont présents, aux autres athlètes, une place où ils peuvent finalement poser des questions aussi.
La troisième stratégie, avant de recéder la parole à Sarah un petit peu, puis de prendre une gorgée d'eau, c'est de développer et d'offrir de la formation pour les entraîneurs. Donc, ici, en mauve, on a quelqu'un qui donne de la formation à un entraîneur qui, lui, entraîne un groupe de sportifs dans lequel il y a un joueur qui présente une déficience intellectuelle. Donc, l'idée ici, c'est de venir outiller les entraîneurs parce que ce qui ressort dans les études, c'est que c'est pas que les entraîneurs, ils veulent pas inclure des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais ils savent pas nécessairement comment, puis ils ont besoin de se sentir confiants en leurs capacités, ils ont besoin de se sentir outillés pour favoriser une expérience positive pour ce sportif-là aussi qui présente une différence, puis pour lequel l'entraîneur n'est pas nécessairement habitué. Donc, les formations, les gens nous disaient, peuvent se faire en personne, peuvent se faire en ligne, mais devraient être le plus accessible possible, que ce soit aux gens des sports au niveau des municipalités, que ce soit dans les activités unifiées ou même dans les écoles. Idéalement, on aurait des formations accessibles. Donc, on a décidé de faire un petit pas dans cette direction-là. Donc, je vais laisser Sarah nous en parler. On ne t'entend pas. Désolée. Alors, je vous présente, dans le fond, le contenu de l'annexe 3 qui est à la fin du guide, qui est, dans le fond, 2 capsules pour les entraîneurs qui ont été créées par notre équipe pour aider les entraîneurs à inclure une personne dans un groupe sportif. Donc, ces capsules-là sont disponibles en ligne via un lien disponible directement dans le guide. Dans le fond, exactement au bas de chacune des capsules, vous avez le lien YouTube. Alors, la première capsule nous montre comment créer un climat favorable à l'inclusion. Donc, elle présente différentes propositions. Par exemple, apprendre à connaître le sportif, sensibiliser les pairs, offrir un juste défi, ni trop difficile ni trop facile au niveau du sport, valoriser la participation et les efforts, etc. La deuxième capsule nous montre comment rendre les consignes plus efficaces, autant lors de l'explication des activités que pour illustrer des conseils techniques. Et je vous ai mis à la diapo suivante, dans le fond, des photos d'écran, des 2 capsules qui se trouvent sur YouTube. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est qu'on a plusieurs exemples très concrets pour illustrer, dans le fond, les propositions qu'on vous fait là, dans les capsules. Voilà. Merci, Sarah. Puis en fait, c'est ça, c'est Alexia Vincent qui m'avait aidé beaucoup à créer ces capsules-là. Alexia, qui était une étudiante en ergothérapie, mais qui était aussi entraîneuse de gymnastique. Fait qu'elle aidait vraiment à amener beaucoup d'exemples très concrets. Donc, ça nous amène à notre 4e stratégie, qui est d'offrir un soutien par un accompagnateur. Donc, si l'accompagnateur, il vient offrir un soutien aux sportifs qui présentent une déficience intellectuelle qui est inclus dans un groupe régulier. Donc, vient aider le sportif, mais vient aussi possiblement diminuer le poids sur les épaules de l'entraîneur ou du moins rassurer l'entraîneur comme quoi il y a quelqu'un de référence qui peut venir clarifier les explications, qui peut soutenir le sportif dans les transitions pour pas que l'entraîneur ait trop de choses à penser en même temps puis qu'il y ait vraiment qui continue à faire de l'entraînement, à coacher tout son groupe de la même façon, incluant le sportif qui présente une déficience intellectuelle. Donc, l'accompagnateur, il ne fait pas partie du groupe sportif, ce n'est pas quelqu'un qui pratique nécessairement ce sport-là, mais il vient pendant les entraînements, lors des parties, pour offrir un soutien aux sportifs. Donc, il peut aussi l'aider à développer des relations positives avec le reste du groupe. Puis vraiment, ici, dans les avantages, les inconvénients, il faut faire attention pour s'assurer que cette expérience-là soit positive. On ne veut pas que l'accompagnateur devienne une béquille. On ne veut pas qu'il fasse les choses à la place d'eux ou qu'il parle à l'entraîneur à la place du sportif, mais vraiment qu'il soit là en soutien pour que le sportif qui présente une déficience intellectuelle puisse participer à l'activité selon ses pleines capacités. Donc, les personnes qu'on a rencontrées dans le cadre des groupes de discussion, ils trouvaient cette stratégie-là intéressante. Par contre, ils se questionnaient un peu au niveau du réalisme d'avoir des accompagnateurs pour tous les sportifs. Donc, peut-être si on avait un bassin de bénévoles, par exemple, que ça pourrait être intéressant, mais ça prend, veut pas, des ressources. Puis,
comme l'accompagnateur ne fait pas normalement partie du groupe, les gens nous disaient que ce n'était pas une expérience qui était si normalisante que ça. Donc, ça faisait quand même ajouter une étiquette, si on veut, qui peut-être n'était pas nécessaire tout le temps, donc quand les gens avaient un niveau de fonctionnement qui était assez élevé. L'autre stratégie qui y ressemble, mais qui a un petit twist un peu plus inclusif, si on veut, c'est d'offrir un soutien par un coéquipier. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus d'accompagnateur, il n'y a plus de personne qui ne fait pas partie de l'équipe qui est là. Le sportif fait partie de son équipe, mais il est jumelé à un autre sportif qui ne présente pas de déficience intellectuelle, qui décide de jouer le rôle de coéquipier, de père aidant finalement pour le sportif avec une déficience intellectuelle. Donc, il peut jouer un rôle semblable à l'accompagnateur, donc en venant l'encourager, en venant voir s'il peut faire une démonstration de certains exercices, s'il voit que son coéquipier n'a pas compris l'exercice, peut venir, viens avec moi, suis-moi, peut venir l'introduire aux autres de l'équipe, mais c'est quelqu'un qui fait partie du groupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été perçu par les gens dans les groupes de discussion comme qui est une expérience qui pouvait vraiment favoriser l'inclusion puis qui ne demandait pas nécessairement de ressources externes. Il nous recommandait, par contre, de considérer de changer d'aidant, finalement, de sportifs sans déficience intellectuelle qui jouent ce rôle-là pour que, finalement, il n'y ait pas trop de poids sur les épaules d'un sportif, mais aussi pour qu'il puisse avoir une relation qui se crée avec les différents sportifs du groupe. Puis, le sportif qui est aidé, finalement, qui a une déficience intellectuelle, est aussi amené à encourager son collègue, puis à l'aider lorsqu'il y a des activités qui correspondent davantage à ses forces. Donc, comme je vous le disais, le coéquipier fait partie du groupe, puis il est présent, évidemment, dans les entraînements et les compétitions, mais il n'est pas là à rester à côté du sportif. Il fait son entraînement lui aussi, puis il apporte un soutien aux besoins. Alors, moi, ça, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement, j'étais entraîneuse olympique spéciaux dans un groupe d'athlétisme, puis j'ai constaté le grand potentiel d'un des coureurs, puis j'ai vu qu'il était capable de faire des grandes distances de course, puis c'était pas nécessairement ça qui était fait dans les pratiques olympiques spéciaux, c'était plus des courtes distances, et c'était beaucoup des entraînements axés justement sur la courte distance, mais lui, il avait un potentiel aussi au niveau de la longue distance, puis il était très rapide. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'amener dans mon club de course à moi, mon club de course régulier. Puis, s'il a besoin d'aide, ben, je serai là, je pourrai l'aider, on se connaît bien, tout ça. Donc, il est venu dans mon club de course, qui était un gros club de course gratuit, là, dans lequel on y allait une fois par semaine, puis tout ça. Puis, j'ai joué le rôle, finalement, de coéquipière pour lui pendant 1 an ou 2, je pense que c'est 2 ans, jusqu'à ce que je quitte la ville, puis que finalement, quelqu'un d'autre prenne le relais, cette personne-là, qu'une autre personne prenne encore le relais. Puis finalement, ce coureur-là, il fait encore partie du club. C'est sûr que présentement, on est tous limités par pour les activités sportives en groupe, mais c'est quelqu'un qui, normalement, va encore dans ces activités-là plusieurs années plus tard, puis qui a pu sensibiliser beaucoup de personnes au potentiel des personnes qui ont une déficience intellectuelle parce qu'il courait beaucoup plus vite que moi et beaucoup plus vite que la plupart des gens qui faisaient partie du club de course. Donc, il était vraiment dans les premiers en avant. Puis, il était toujours tout sourire, toujours très motivé à venir aux entraînements, assez que moi, ça m'aidait. Donc, le soutien que lui m'apportait, c'était d'être plus assidu aux entraînements parce que je savais que lui allait être au rendez-vous puis qu'il s'attendait à ce que je sois là puis qu'on allait avoir du fun ensemble. Donc, vraiment, c'était un soutien qu'il me donnait aussi puis dans lequel on sortait tous gagnants puis que les autres coéquipiers par la suite ont pu expérimenter. Et je vous dirais que au départ, mon rôle était un peu plus encadrant avec lui parce que c'était la première fois, c'était de l'inconnu, tout ça. Mais plus ça allait, moins j'avais besoin de lui donner de soutien. Puis les autres qui ont pris le relais avaient presque pas de soutien à lui donner. C'était juste de s'assurer qu'il y a une personne de référence aux besoins, puis qu'il reprenne son transport adapté après pour retourner chez lui. C'est juste de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui se soucie qu'il est là, qui est arrivé, puis qui repart dans le transport, mais après ça, il n'y avait pas beaucoup besoin d'aide. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir davantage dans nos milieux au Québec.
Donc, au niveau de la stratégie numéro 6, il nous en reste donc 2, c'est d'offrir un soutien par une personne ressource. Donc, ici, c'est une personne qui ne fait pas partie d'une équipe sportive nécessairement, qui peut être un intervenant. On peut penser à un intervenant d'un programme des IDP TSA, d'un CIUS, par exemple, qui viendrait offrir un soutien à différentes équipes qui choisissent d'inclure une personne qui a une déficience intellectuelle dans l'équipe. On peut penser à l'exemple des camps de jour. Je sais qu'à Québec, ça se faisait, du moins dans les dernières années. Je ne sais pas si ça se fait encore, j'imagine. S'il y en a qui sont dans la salle, vous pouvez peut-être me le dire. Mais il y avait des intervenants, des éducateurs spécialisés du CADI qui donnaient une formation de base aux accompagnateurs puis aux animateurs des camps de jour par rapport à l'inclusion d'une personne qui a une déficience intellectuelle. Puis tout au long de l'été, finalement, il leur donnait un soutien. Il était là comme personne ressource s'il rencontrait une difficulté, s'il y avait des questions, il y avait quelqu'un à qui se référer, puis quelqu'un qui venait à l'occasion, finalement, dans le camp. Donc, ce serait ici quelqu'un qui peut venir à l'occasion dans le groupe sportif, dans le milieu, mais qui n'est pas toujours là, mais qui est disponible aux besoins, puis donc qui peut venir rassurer l'entraîneur, mais qui peut aussi peut-être venir rassurer le sportif et sa famille, comme quoi il y a quelqu'un qui est là aux besoins s'ils ont des questions ou s'ils rencontrent des défis. Puis dans les groupes de discussion, ce qui est ressorti, c'est que les gens aimeraient vraiment que ce soit quelqu'un qui connaît, oui, la déficience intellectuelle, mais idéalement qui connaît le sportif et sa famille. Donc, il y a déjà une relation avec lui, puis qui peuvent venir les aider à traverser des défis au besoin. Notre dernière stratégie, c'est d'encourager l'implication dans un autre rôle que celui de sportif. Donc, oui, utiliser le sport comme tremplin, mais vraiment avoir la personne qui présente une déficience intellectuelle qui joue un autre rôle, que ce soit assistant entraîneur, marqueur, il peut transporter le matériel, tout ça. Mais c'est sûr que c'est la stratégie que je vous dirais avec un gros bémol, stratégie à laquelle il faut faire attention. Parce que les gens dans les groupes de discussion nous disaient oui, mais on veut que la personne continue à faire du sport. Tu sais, on parle d'optimiser les bienfaits du sport, oui, sur l'inclusion sociale, mais on connaît aussi tous les bienfaits au niveau de la santé. On ne voudrait pas priver cette personne-là de ça. Donc, ça peut être quelque chose que le sportif, la personne va faire, mais elle va être aussi impliquée dans un groupe olympique spécial ou dans un autre groupe pour faire des activités physiques et sportives. Ce qui est important ici, c'est de s'assurer que le rôle de la personne, c'est vraiment quelque chose qu'elle a envie de faire. C'est vraiment quelque chose qui correspond à ses désirs, ses capacités, mais c'est aussi quelque chose qu'elle valorise et que les autres de l'équipe valorisent. Donc, les gens sont contents qu'elle soit là pour les aider, pour les encourager, puis ça leur donne une source de motivation, puis ils reconnaissent son apport dans l'équipe. Donc, oui, c'est un vrai membre de l'équipe qui n'a pas le rôle de joueur, qui a un autre rôle, un peu comme l'entraîneur ou l'assistant-entraîneur, mais il faut vraiment que cette relation-là avec le reste de l'équipe soit positive. Alors, maintenant, pour mettre un petit peu d'action, pour que je reprenne un peu mon souffle, on va aller dans notre deuxième sondage. Alors, j'aimerais vous entendre pour voir, et vous, quelle stratégie vous trouvez la plus prometteuse? Pardon. C'est pas facile de choisir, hein? On a le goût d'en choisir plus qu'une des fois. Donc, on a 27 sur 35 qui ont voté, mais on va quand même arrêter là. Partager les résultats. Donc, on a 2 ex-aequo. Donc, les activités unifiées à 33 %. Donc, le tiers d'entre vous qui trouvez que ça, c'est très prometteur. Puis, le tiers qui trouvait que c'est surtout le soutien par un coéquipier. D'autres, au niveau de la formation aux entraîneurs, quand même 1 sur 5 qui mentionnent cette stratégie-là, même un peu plus. Puis, certains qui parlent aussi des activités de sensibilisation puis du soutien par un coéquipier. Alors, c'est intéressant. Merci.
Vous êtes prêtés au jeu. En fait, ce qu'on voulait dire par rapport à ça, c'est que oui, il y a différentes activités, puis je pense qu'il y en a différentes stratégies, puis ils ont toutes des forces, des faiblesses. C'est pour ça qu'on vous invite à considérer les avantages, les désavantages, puis à vraiment voir laquelle est le meilleur fit avec votre situation, avec les besoins de la situation. Puis peut-être que vous gagneriez même à les combiner. Alors, vous parlez des stratégies d'une déficience légère. On va aborder les questions. Sarah les note, puis elle va pouvoir me les ramener tout à l'heure. Alors, comment favoriser une expérience positive maintenant? En fait, dans le guide, on met de l'avant 3 éléments principaux à considérer pour que l'expérience d'inclusion dans le sport soit le plus positive possible. Donc, il faut d'abord considérer les caractéristiques, les objectifs des personnes elles-mêmes, les occasions disponibles dans sa communauté. Tantôt, je voyais le transport, bien, effectivement, ça fait partie de l'équation. Qu'est-ce qui est disponible et accessible pour la personne? C'est quoi les mesures de soutien qui sont nécessaires pour que l'expérience permette vraiment à la personne de déployer son plein potentiel, permette de développer des relations positives avec le reste du groupe et aussi un sentiment d'appartenance à ce groupe-là, que ce soit en contexte d'activité avec la population générale ou que ce soit dans un groupe sportif olympique spéciaux, qu'elle développe un sentiment d'appartenance à son groupe. Donc, la première étape, c'est de regarder qu'est-ce que la personne veut faire ou qu'est-ce que les personnes que vous avez devant vous veulent faire et avec qui. C'est quoi les forces et les défis? Donc, on parlait d'avoir des habiletés sportives similaires puis d'avoir un intérêt commun, donc de s'assurer de partir de leurs forces puis de ne pas les mettre en situation d'échec pour faire exprès, pour avoir une bonne adéquation entre ce que la personne veut faire, ce qu'elle est capable de faire, mais aussi l'activité qu'on va lui proposer. Ensuite, c'est de voir qu'est-ce qui est disponible dans sa communauté à elle, parce que ça va varier beaucoup si on est en ville, si on est en région, tout ça. Quelles activités sont offertes, dans quel contexte, que c'est en contexte spécialisé, en contexte inclusif, en contexte unifié. C'est pas partout pareil à l'échelle du Québec. Donc, de voir qu'est-ce qui est possible dans sa communauté comme activité. Donc, le sport qui l'intéresse, si c'est le football, la gymnastique, peu importe, qu'est-ce qui est offert dans son milieu, puis est-ce que c'est offert en contexte spécialisé, régulier ou unifié. Puis ensuite, c'est de voir quelles sont les mesures de soutien qui sont nécessaires pour que l'expérience soit positive. Donc, c'est là que vous pouvez aller chercher plusieurs des stratégies qu'on a vues ensemble aujourd'hui, comme les activités de sensibilisation, le soutien par un accompagnateur, par un coéquipier, par une personne ressource, mais aussi la formation aux entraîneurs. Donc, vraiment, d'avoir ça dans votre sac à outils, de penser à mettre ces mesures de soutien-là parce que c'est beau qu'il y ait un exemple d'inclusion, que la personne soit inclue dans un groupe régulier, mais si l'expérience n'est pas positive, puis si la personne ne développe pas de sentiment d'appartenance, puis n'est pas heureuse dans ce groupe-là, ben c'est pas une expérience qui est positive finalement. Puis si elle développe un meilleur sentiment d'appartenance, puis elle est plus heureuse dans son groupe sportif spécialisé, bien, c'est probablement mieux pour elle de continuer dans un groupe sportif spécialisé. Ceci dit, on peut mettre des mesures de soutien en place pour optimiser l'expérience de la personne. Je vous disais un peu tout à l'heure, c'est dur de choisir une stratégie. Souvent, on veut en prendre plus qu'une. En fait, c'est que ce qui ressort de nos résultats de recherche, c'est vraiment que souvent, une combinaison de stratégies gagnerait à être utilisée pour vraiment venir optimiser le potentiel sur l'inclusion sociale. Donc, oui, avoir des activités unifiées, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui devraient se greffer autour des activités unifiées. Donc, oui, le soutien par un coéquipier, mais ce coéquipier-là, y a-t-il quelqu'un à qui se référer s'il y a des questions? Y a-t-il une formation qui est disponible pour pas qu'il joue le rôle de faire à la place de plutôt que de faire avec lui? Donc, on vous encourage à être créatif là, dans la combinaison des stratégies d'inclusion par le sport. Alors, merci Joël pour votre commentaire et au plaisir. Donc, le premier exemple, c'est l'inclusion dans un club de gymnastique. J'ai d'ailleurs constaté dans la liste des participants qu'il y en a qui sont impliqués dans des clubs de gymnastique. Là, si vous voulez lever la main là, avec la réaction ou nous faire un pouce en l'air, n'hésitez pas pour qu'on sache qui vous êtes. Donc, on a Rose, entre autres, qui est en gymnastique. Alors ici, on a une jeune
une jeune qui présente une déficience intellectuelle qui a envie de participer à une session de gymnastique récréative. Elle a envie de débuter la gymnastique, donc Annie aussi, merci. Donc, elle veut s'inscrire à la gymnastique de son coin. Il n'y a pas de gymnastique olympique spéciaux offerts dans sa région. Donc, pour elle, l'option, si elle veut faire de la gymnastique, c'est d'en faire avec les autres qui ne présentent pas de déficience intellectuelle. Donc, ses parents vont cogner au club de gymnastique, puis ils présentent la situation, présentent la jeune fille, puis ils disent qu'elle aimerait ça faire de la gymnastique. Puis, finalement, ils disent, bien sûr, elle peut être dans un groupe, finalement, de débutants parce qu'elle débute en gymnastique. Donc, on va aller avec un groupe qui est dans le même type de niveau, puis on va l'intégrer dans une session de 12 semaines. Donc, avant de faire ça, par contre, il y a une petite formation qui est offerte aux 2 entraîneurs parce que ce club-là de gymnastique fonctionne souvent avec 2 entraîneurs pour un groupe de 8 à 10 gymnastes. Donc, il y a un entraîneur principal puis un autre qui est en soutien à l'entraîneur, qui est un apprenti entraîneur. Donc, les deux, dans le cas présent, écoutent les petites capsules qui sont disponibles dans le guide pour la mise en place de stratégies d'inclusion par le sport, puis posent leurs questions aux parents, aux besoins ou à un intervenant s'ils ont des questions. Donc, ils font ça. Ensuite, lors de l'activité d'accueil en début de session, le coordonnateur du club de gymnastique explique le fonctionnement à tout le monde de la session de gymnastique récréative, tout ça, puis en profite pour rappeler les valeurs de l'organisation au niveau de l'inclusion, que chacun a des forces, a des défis, puis qu'on gagne à s'entraider, à travailler ensemble. Puis, donc, rappelle ces valeurs-là à tout le monde, puis, au besoin, peut venir informer avec l'accord de la famille puis de la sportive les autres parents du groupe. Il va y avoir une personne qui présente une déficience intellectuelle dans votre groupe, elle va participer comme gymnaste aux activités. Il va y avoir un soutien qui va être offert aussi par l'apprenti entraîneur, oui, à la gymnaste qui présente une déficience intellectuelle, mais aussi aux autres qui, des fois, n'ont pas suivi la consigne ou ont besoin d'aller à la salle de bain ou ont besoin d'une autre démonstration. Donc, l'apprenti entraîneur va être là, oui, pour la gymnaste qui a une déficience intellectuelle, mais va offrir aussi un soutien ponctuel à d'autres gymnastes du club. Puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a un soutien par une personne ressource. Bien, idéalement, on aurait un intervenant du CADI ou un autre intervenant qui est dans la vie de la famille, qui pourrait être là pour répondre aux questions, aux besoins. Je vous dirais que souvent, c'est les parents qui vont venir jouer ce rôle-là, de venir répondre aux questions. Ça peut être intéressant si le parent est ouvert à ça, puis il peut l'offrir aux entraîneurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous parler de ce qui fonctionne bien, de ce qui l'aide et tout ça. Donc, ça peut être une autre porte pour qu'il y ait le moyen d'en parler puis de brainstormer avec quelqu'un sur des solutions si jamais il rencontre des défis. Notre autre exemple, c'est de faire une course à relais dans une école secondaire. Donc, on a une école secondaire qui accueille d'un côté, si on veut, des élèves qui présentent des besoins particuliers, puis de l'autre côté, des élèves au régulier. Merci beaucoup, Caroline. Puis, 3 fois par année, ils organisent une course à relais. Donc, c'est vraiment les professeurs d'éducation physique de cette école-là qui se mobilisent pour les saines habitudes de vie, pour encourager l'activité physique dans l'école, mais ils en font un événement inclusif. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils forment des équipes pour réaliser la course à relais qui sont constituées en partie d'élèves du milieu spécialisé, puis en partie du régulier. Donc, ils mettent ensemble dans des équipes. Puis, avant de tenir l'activité, ils ont une petite activité de sensibilisation. Ça peut être des capsules qui sont diffusées dans toutes les classes pour présenter cette initiative-là. Puis, présenter comment on les invite à s'entraider ensemble, à s'offrir du soutien, puis en mentionnant justement que l'équipe qui va le plus s'entraider, puis qui va avoir le meilleur esprit sportif, va gagner un prix. Donc, à chaque fois que la course à relais, 3 fois par année, il y a le prix de l'entraide qui est remis à l'équipe qui s'est le plus soutenue. Donc, vraiment pour encourager ces contacts-là, ces relations-là d'entraide entre les personnes qui ont une déficience intellectuelle et celles qui n'en ont pas.
puis que ce soit positif, que ce ne soit pas l'idée d'arriver le premier, mais que ce soit plutôt l'équipe qui se soit le plus entraidée qui remporte un prix. Puis, dans cet événement-là, on pourrait avoir un élève qui présente une déficience intellectuelle qui joue un autre rôle. Il pourrait être un porte-parole de l'événement. Il pourrait aussi participer à la capsule de sensibilisation. On pourrait aussi en profiter pour parler de ce qu'il fait dans les Olympiques spéciaux, puis le dernier tournoi qui est allé pour partager ça aux autres élèves de son école. Donc, de vraiment combiner ces stratégies-là ensemble, puis après ça, faire connaître l'initiative, la faire rayonner pour que d'autres écoles puissent s'en inspirer, puis que ça puisse être repris dans les médias, finalement, à la radio locale, dans le journal, tout ça, des invités à s'intéresser à cette activité-là. Donc, je recède la parole à Sarah. Bon, je voulais vous présenter brièvement les 2 outils d'auto-évaluation développés dans le cadre du projet et dans le cadre de l'élaboration du guide. Dans le fond, vous avez ces outils-là vous permettent de faire un retour sur votre expérience pour identifier les points forts et les points à améliorer. Donc, le premier outil, c'est une grille d'auto-évaluation qui est destinée aux organisateurs de l'activité. Donc, elle va mettre l'accent sur les aspects essentiels à considérer lors de l'organisation d'une activité, puis elle permet aussi aux organisateurs de réfléchir à sa mise en place. C'est une grille qui peut être utilisée comme outil de réflexion avant, pendant et après l'activité, la mise en place de la stratégie ou des stratégies. Donc, elle contient 2 sections. La première page, ça comprend les éléments essentiels à considérer pour chaque stratégie d'inclusion. Donc, c'est possible de cocher si c'est bien, si c'est réalisé, plus ou moins, non. Donc, ça permet de voir quels sont les éléments qui peuvent être améliorés. Et la deuxième section, c'est une évaluation générale de votre expérience. Le deuxième outil d'auto-évaluation, c'est une fiche d'évaluation pour les participants à l'activité. Donc, elle est utile pour connaître la satisfaction des participants et aussi pour évaluer comment l'activité sportive contribue à l'inclusion sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle. Donc, elle contient des énoncés qui sont simples, puis il est également mentionné qu'au besoin, la personne qui présente une déficience intellectuelle peut être accompagnée pour le compléter. Alors, on revient à nos mises en situation. On arrive à la fin de la présentation. Bientôt, on va pouvoir faire notre période d'échange. Alors, la première mise en situation qu'on vous propose, c'est vous travaillez dans une municipalité et vous voulez augmenter l'accessibilité aux activités sportives destinées à la population générale. Quelle stratégie, avec un S, utilisez-vous? Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Pardon. Alors, voilà, on a quand même 5 qui préfèrent les activités unifiées, qui mettraient en place ça dans des municipalités. Ce serait intéressant de voir ça se développer davantage dans les prochaines années. Puis si jamais vous le faites, je vous invite à essayer de collaborer avec Olympiques spéciaux qui ont l'habitude de le faire et qui ont plein de ressources intéressantes au niveau des activités unifiées, comme un site qui s'appelle Play Unified. C'est en anglais, mais il y a plein de belles ressources. Alors, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Soutien par un accompagnateur, une personne qui irait vers ça. Sensibilisation et formation, comme les gens des groupes de discussion avaient priorisé aussi. Formation et offrir un accompagnateur, vraiment pour venir justement diminuer le poids à l'entraîneur, le rassurer dans son rôle d'entraîneur. Sensibilisation, formation et accompagnateur, quand même 1 sur 5 qui ont choisi cette option-là.
Puis notre option la plus populaire, donc d'avoir à la fois une personne ressource qui est disponible, faire de la sensibilisation, de la formation et offrir un soutien par un coéquipier. Donc, 29 Je suis désolée. Pendant que je reprends mon souffle, je vous invite à répondre à l'autre question. Est-ce que vous l'avez devant les yeux? Oui. Donc, celle-là, vous êtes enseignant en éducation physique au primaire, puis un élève présentant une déficience intellectuelle qui est intégré dans un groupe, mais vous remarquez qu'il participe peu aux activités et qu'il y a beaucoup de compétition entre les élèves. Que faites-vous? Alors voilà, mais à cette question-là, on a vraiment un gagnant, hein, sensibilisation et coéquipier, qui ressort très fortement. Alors, c'est intéressant de voir que devant cette situation précise-là, vous êtes déjà en mesure de dire, bien, il y a des stratégies qui semblent s'appliquer encore plus. Donc, bravo. Arrêtez de partager les résultats. Voilà. Alors, en conclusion, avant d'arriver à la période de questions, on espère que vous avez apprécié la présentation, puis que vous vous sentez plus outillé finalement pour utiliser ces 7 stratégies d'inclusion par le sport, mais aussi pour les combiner ensemble en fonction de la situation que vous avez devant vous. Donc, on vous encourage, on essaie de mettre plein d'exemples, mais on vous encourage vraiment à utiliser votre imagination, votre créativité pour créer des initiatives qui correspondent vraiment aux besoins de votre communauté, des groupes avec lesquels vous travaillez. Alors, pour voir le guide, vous avez eu le lien avant la présentation. Vous avez aussi la référence complète ici. Donc, n'hésitez pas à le partager à vos collègues. On est content s'il peut être utilisé. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus là, à nous contacter à ce sujet-là. Puis, Madame Dany me demandait justement de vous remercier de votre présence, puis de vous rappeler l'importance de remplir le formulaire d'évaluation de l'activité qui est disponible à l'adresse suivante que vous avez dans votre PowerPoint, puis qui vous sera acheminé de toute manière là, par Madame Dany. Puis, vous allez avoir une attestation de participation dans les 30 jours. Donc, ça, c'est les références, les droits d'auteur. Si vous citez cette présentation-là, important de citer l'ensemble des auteurs du guide, dans le fond, là, qui ont contribué à la préparation de la présentation. Puis, on serait rendu à la période de questions. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse se voir plus facilement. Puis, si vous voulez, vous ouvrir votre caméra pour cette période-là, puis même lever la main là, par l'onglet réaction ou physiquement, on va pouvoir activer les micros juste pour pouvoir poser les questions là, si vous le voulez. Alors, on peut peut-être commencer, par exemple, par les questions qu'on avait déjà. C'est ça. Dans le fond, il y a une question que je peux résumer comme ça. Là. Dans le fond, Hélène nous parle d'un problème qui est vécu en région, soit que l'offre de services en transport adapté est plus limitée, ce qui fait que ce n'est pas très facilitant pour permettre d'offrir des activités. C'est un commentaire général, mais… Tout à fait. C'est sûr que ça peut être un défi. Puis, ça, par exemple, la COVID nous a aidés à innover hein, dans les points positifs de la COVID. On est rendu vraiment meilleur en ligne. On le voit aujourd'hui, mais on le voit aussi là, pour des activités olympiques spéciaux en offre des activités
physique en ligne, là, des petits espèces de Zoom fitness, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, ça, c'est l'école en ligne. Les écoles sont fermées à Québec, je suis désolée. Ça brasse en arrière de moi. Puis, donc oui, c'est sûr que c'est une barrière, là, le transport adapté. Donc, c'est aussi une raison pourquoi on veut voir que les personnes qui ont une déficience intellectuelle aient des occasions le plus possible proches de chez elles aussi. Parce que des fois, on doit faire beaucoup de kilomètres finalement pour se rendre à une activité spécialisée qui correspond vraiment à nos intérêts, alors qu'il y en aurait une dans notre quartier, mais qu'on n'est pas capable d'avoir une expérience positive dans le club de notre quartier, puis c'est quand même dommage. Puis pour les parents, ça veut dire aussi de faire du transport un peu partout, alors que peut-être qu'ils aimeraient ça aller porter leur frère, leur soeur à la même place pour l'activité. Donc, mais je partage tout à fait le défi là, du transport. Merci pour le commentaire. On a un autre commentaire là, qui nous dit, bon, Patricia nous dit qu'on a des belles stratégies, mais qu'elles semblent s'appliquer davantage à des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère. Donc, elle nous demande s'il y a des stratégies qui sont ciblées pour des personnes qui ont une DI plus sévère ou qui ont été évaluées ou développées. Bien, en fait, je vous dirais que les Olympiques spéciaux, les activités spécialisées ont été évaluées plusieurs fois puis ont démontré leurs bienfaits pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle dans de nombreuses études, que ce soit au niveau de l'estime de soi, on a parlé du sentiment d'appartenance, du bienfait au niveau de la santé. Il y a de nombreux bienfaits à participer dans les activités sportives spécialisées. Ce n'était pas le focus de notre présentation ni du projet de recherche parce que ça existait déjà, puis c'était déjà quand même bien documenté. C'est pour ça qu'on a voulu aller voir ailleurs. Pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle plus sévère, bien là, c'est sûr que ça dépend de quel niveau de sévérité on parle, puis ça dépend de quelle activité on parle aussi dans laquelle on veut intégrer, parce que souvent, on ne va pas aller vers une activité qui demande beaucoup, beaucoup de stratégie puis de rapidité. Tu sais, le hockey unifié, il faut faire attention. Tu sais, oui, peut-être pour une fois, mais c'est peut-être pas l'activité qui va permettre aux personnes qui ont une déficience intellectuelle de montrer de plus leur force. Versus la course à pied, dans mon exemple, ben lui, il pouvait être plus vite que bien du monde qui n'ont pas de déficience intellectuelle sans problème, puisqu'il travaillait très fort et il avait déjà des bonnes aptitudes. C'est aussi de voir quelles activités on choisit et quel soutien on offre. Donc, le coéquipier, il est peut-être plus intéressant quand c'est une déficience intellectuelle légère versus l'accompagnateur puis la personne ressource. Le jumelage entre ces deux-là va peut-être être plus favorable quand on a une personne qui a une déficience intellectuelle un peu plus modérée, entre autres. Je dirais ça. On vient d'avoir une question d'Isabelle Michaud qui nous demande si on a des références de formation qui existent déjà pour les entraîneurs, pour les sensibilités et les outils à l'inclusion. Bien, en fait, il y a quand même une formation du programme des entraîneurs du PNCE. On s'est appuyé, entre autres, sur cette formation-là là, pour bâtir notre courte capsule de 10 minutes, mais c'est une formation, je pense que c'est 45 minutes, qui est pour entraîner un athlète en situation de handicap. Je ne serais pas surprise qu'on l'ait dans nos références d'ailleurs. Oui, je vais vous le recopier, je suis en train de le chercher. Là. Parfait, merci Sarah. Donc, je sais qu'il y a ça qui existe. Il y a aussi la petite capsule qu'on a créée pour le climat d'inclusion. Là, sans prétention, c'est 10 minutes. Là, ça ne révolutionne pas le monde, mais c'est un petit point de départ. S'il y en a qui ont d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Mais il y avait Olympiques spéciaux aussi qui offraient des formations. Donc, ils nous avaient gracieusement partagé aussi leur matériel de formation pour qu'on puisse bâtir les capsules. Mais eux aussi pourraient peut-être être un partenaire intéressant là, pour le développement de formation à ce sujet-là. Okay. Le sport, c'est pour la vie. OK, de Altergo. C'est offert par qui, ça? Avec le lien, on va pouvoir le voir. Merci beaucoup, Elsa. Sport for Life. Organisation canadienne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires? Ah, merci beaucoup pour le partage. Traîner les athlètes avec un handicap. Y a-t-il des stratégies que vous avez envie d'utiliser demain matin, d'autres que
jamais dans 100 ans que vous vous dites surtout pas. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Qu'est-ce qui résonne moins? Je serais curieuse de vous entendre, là, même si ce n'est pas nécessairement des questions, c'est des commentaires. Là, c'est bien vu. Stéphanie, vous pouvez ouvrir votre micro, je peux vous l'ouvrir. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, dans le fond, moi, je voulais savoir, quand vous parliez d'avoir des activités où est-ce qu'il y a une régularité, c'est sûr que, mettons qu'on veut faire des tests, exemple, l'année prochaine, on aimerait ça créer, dans le fond, avec la municipalité d'où est-ce qu'on vient, une course colorée, mais où est-ce que nos élèves participeraient, mais seraient aussi impliqués dans l'organisation, mais aussi toute la municipalité et les municipalités autour. Donc, ça serait une activité plaisante qui ne demande pas un niveau de performance intense. Ça peut être 2 km, 3 km. Donc, je voulais savoir, vu que ça, c'est pas régulier, mais ça pourrait être régulier une fois par année. Ben oui. Oui, OK, parfait. Ben, c'est super. C'est déjà ça. Une fois par année, cet événement-là rassemble les gens. Puis, il y a un autre exemple de ça, le défi intégration sociale de Radio-Canada du Pentathlon des Neiges. C'est exactement ça, hein. Ça a commencé une fois, le défi intégration sociale. Finalement, c'est des équipes de 5 pour le pentathlon, mais qui sont formées de participants qui présentent des limitations. Il y en a qui ont une déficience intellectuelle, il y en a qui c'est d'autres incapacités qui sont jumelés avec des sportifs sans incapacité, puis qui participent à l'activité finalement qui est une fois par année pendant le pentathlon. Comme nous, comme sportifs, on peut participer une fois par année au pentathlon. Ceci dit, tout le monde a accès aux entraînements gratuits qui sont offerts pour le pentathlon. Tout le monde a accès à quelque chose pour se préparer. Donc, tu sais, la course colorée, vous avez parlé de l'organisation. Bien, déjà, ça, il s'implique aussi dans un autre rôle que celui de sportif avant. D'une manière valorisante, il s'implique. Puis, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle qui vont être impliquées aussi dans l'organisation avec eux. Fait que ça, il peut y avoir une belle régularité qui est là, des beaux contacts qui se créent puis qui vont se répéter d'une année à l'autre en plus. Alors, je pense que c'est vraiment une initiative très inspirante. Merci, ça répond à ma question. Ici, Marie, on demande si les fiches d'auto-évaluation sont disponibles en PDF ou en Word. Mais je peux répondre présentement dans le guide en version PDF, vous les avez. Donc, vous avez qu'à les imprimer si vous voulez, là. Si jamais il y a des enjeux particuliers, n'hésitez pas à nous écrire, là. Oui. En fait, c'est pour pas que les gens les modifient trop, puis que ça circule, puis qu'il y a notre nom là-dessus, puis qu'on ne voit plus trop à quoi ça ressemble. Fait que, c'est pour ça qu'on aime mieux le partager en PDF, là. Mais si jamais vous vouliez la modifier, puis le clarifier après là, avec nous, si la modification est correcte, là, on pourrait trouver une façon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? On a encore un peu de temps. Moi, en attendant, pendant que vous réfléchissez, il y a quelques personnes qu'on ne voit pas leur vrai nom dans le fond, sur la présentation. Là, c'est soit iPad, Decline. Si c'est possible de juste m'écrire votre nom dans le clavardage pour que je prenne les présences correctement, ce serait gentil. Merci, Sarah. Merci beaucoup, Elsa. Donc, on a le lien là, pour la formation Entraînons les enfants de toutes les habiletés. J'aime beaucoup le titre. Puis ça rejoint, je dirais, beaucoup ce qu'on fait valoir dans la capsule, c'est que finalement, être un bon entraîneur pour une personne qui a une déficience intellectuelle, c'est pas si différent que ça qu'être un bon entraîneur pour les autres. Il faut apprendre à connaître la personne, il faut apprendre à connaître ses forces, ses défis, il faut l'encourager. Il faut répéter, on répète tout comment, entraîneurs, ils vont toujours répéter, il faut simplifier, et on gagne à simplifier nos messages, pas juste pour ceux qui ont une déficience intellectuelle, mais aussi pour les autres. Moi, je me rappelle de certains entraînements que j'avais, que, OK, vous allez faire 5 fois, 8 fois 3 minutes, avec 1,5 30 secondes de repos, puis plus 2 minutes fois ça, puis là, tu dis, OK, où la parenthèse, comment ça se passe, puis, OK, rajouter du soutien visuel, puis simplifier, tout le monde va y gagner, pas juste ceux qui ont une déficience intellectuelle. Fait que j'aime beaucoup le titre de toutes les habiletés. C'est vraiment les messages qu'on essaie de mettre l'avant. Puis je pense que ça peut renforcer le sentiment de compétence des coachs aussi, de dire, ben, coudonc, ce que je fais déjà avec les autres, il faut que je prenne le temps de le faire aussi avec cette personne-là. Peut-être qu'elle ne réagira pas toujours de la même façon, mais ce qui va marcher, finalement, ce qu'on va trouver comme truc, ça risque d'aider aussi les autres
de mon club. Fait que d'ajouter une démonstration, c'est vraiment des choses qui gagnent à être utilisées avec tout le monde. Faites-vous la formation, présentation de votre guide dans différents milieux à la demande? En fait, pas encore. Dans le sondage que vous allez avoir à remplir après le webinaire, il y a une question pour savoir si vous aviez de l'intérêt à ce qu'on offre une formation avec l'Institut universitaire des ITSA. Donc, c'était plus ça qui était envisagé de dire est-ce qu'on offre une formation d'une demi-journée, par exemple, quelque chose comme ça pour s'approprier davantage, puis travailler des scénarios ensemble, comment on le mettrait en place, y aller vraiment avec des scénarios concrets, un peu comme celui que Stéphanie a partagé tout à l'heure, donc des scénarios qui pourraient venir des milieux. Donc, si vous avez pour votre milieu, bien, vous pourriez avoir 10 participants de votre milieu qui viennent, puis peut-être avec des séances de sous-groupe aussi. Donc, oui, on a de l'intérêt à en faire. Présentement, il n'y en a pas encore. Alors, voilà. Une formation de ce type serait très pertinente pour des milieux réguliers. En fait, là, le webinaire était ouvert à tous. Il était ouvert aussi aux gens du milieu sportif régulier. Il y en a un peu moins peut-être qui sont impliqués juste dans le régulier, mais on en avait quand même beaucoup d'entre vous qui ont répondu qui étaient impliqués dans le milieu sportif, dans le milieu régulier et spécialisé. Donc, je pense que vous pouvez être aussi des bons ambassadeurs puis venir inviter des gens du milieu régulier à s'intéresser à la question. Puis oui, c'est sûr que nous, on ne prétend pas couvrir toutes les incapacités, mais ces stratégies-là, on pense quand même qu'ils peuvent inspirer le travail avec d'autres types d'incapacités parce qu'on comprend que pour un milieu sportif inclusif, de développer des initiatives juste pour la déficience intellectuelle, ben, je réponds-tu vraiment aux besoins de ma population? Qui fait partie de ma population dans ma communauté? Là? Ben, des personnes qui ont différentes limitations, dont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience physique, toutes sortes de choses. Donc, je pense qu'on gagne à être le plus inclusif possible dans les stratégies qu'on va venir mobiliser. Là. Si on offre un accompagnateur, bien, pourquoi l'offrir juste en déficience intellectuelle et pas aux autres qui ont d'autres types de défis? Les plus difficiles à rejoindre. Ce sont les plus difficiles à rejoindre, mais je vous dirais qu'ils ont quand même vraiment bien répondu pour le projet de recherche. On a eu beaucoup de participants des milieux réguliers, tant pour les groupes de discussion que pour le sondage. Alors, vraiment, il y avait quand même de l'intérêt pour la question. Puis là, je vous dirais que je trouvais que finalement, notre timing du webinaire était extrêmement mauvais. On sait que toutes les activités sportives sont arrêtées ou presque présentement. Je ne sais pas, nous, on est en zone rouge foncée à Québec. C'est un peu abstrait pour moi de m'imaginer dans ces activités-là présentement. Puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui avaient plus de misère à sortir justement de leur masque et de la COVID pour dire on va rêver ensemble là, à des milieux sportifs plus inclusifs. Mais je pense qu'on pourrait, ce serait intéressant. C'est sûr que c'est important de les rejoindre éventuellement. Mais là, ce guide-là peut leur être partagé, ça, c'est sûr. Donc, merci Sonia Dani qui précise là, que la future formation, s'il y en a une, serait proposée par l'IU en DITSA et serait gratuite, serait proposée à tous les milieux. Donc, puis tu sais, on se disait, il pourrait y avoir des regroupements. Donc, ceux qui travaillent en milieu scolaire pourraient travailler ensemble dans des sous-groupes, ceux qui travaillent dans tel type de milieu pour travailler sur des mises en situation qui vous parlent le plus possible. Ça aidera à mieux inclure les enfants au groupe régulier dans notre club de gymnastique et de trampoline. Je suis très heureuse. Moi, j'ai des fans de gymnastique chez moi, deux filles qui adorent ça et qui s'en ennuient tellement. J'aimerais ça qu'ils puissent participer à des clubs qui promouvoient l'inclusion comme ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires avant qu'on se laisse? Marie, est-ce que tu voulais montrer le site Internet? Ah, ben oui, c'est vrai. Merci, Sarah. On a un petit peu de temps. Oui, c'est une bonne idée. OK. Bien, vous voyez, là, c'est la page j'ai cliqué sur le lien qui a été partagé, je comparais ça tout à l'heure, là, entraînons les enfants de toutes les habiletés. Ici, vous aviez le lien direct pour le guide qui est disponible en ligne, le guide sur la mise en place de stratégies d'inclusion par le sport. Mais vous avez aussi la page web de notre équipe de recherche, finalement, qui est le laboratoire communauté inclusive. Puis, il y a la page sur l'inclusion sportive qui parle finalement de tout ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là de façon très brève. Là. Puis, là-dedans, il y a le guide qui est disponible en français en cliquant. Si vous n'avez plus le lien, vous voulez le retrouver,
Il est sur le site communautéinclusive.com. Il y a le guide en version en anglais. On l'a traduit, on l'a fait traduire par une professionnelle, on a révisé tout ça, fait qu'il est disponible en anglais aussi. Puis, on a fait une courte capsule pour présenter le guide, une espèce de capsule de, je ne me souviens plus c'est combien de temps, 3-4 minutes. En tout cas, une capsule qui est sur YouTube, finalement. Vous cliquez, vous arrivez sur YouTube. Fait que ça peut être intéressant. Si vous voulez partager ce lien-là à vos collègues, bien, vous pouvez d'abord montrer la capsule, puis après ça, leur montrer le guide, par exemple. Puis, on a les 2 capsules vidéo dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ici, c'est le lien pour YouTube, mais dans le guide, vous avez l'aide-mémoire, finalement. Nous, on recommande aux gens de garder l'aide-mémoire pour dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai essayé? Le soutien visuel, j'ai essayé. Telle affaire, j'ai pas encore essayé. Fait que de revenir à cette aide-mémoire-là, puis de mettre à prendre des notes, si vous voulez, en écoutant la capsule sur cette aide-mémoire-là qui est disponible dans l'annexe que Sarah vous a montré. Ça, ici, c'est plus au niveau des publications plus scientifiques. Donc, il y a ça qui peut être peut-être intéressant pour vous. Merci pour le rappel, Sarah. En fait, on a d'autres commentaires. Quelqu'un qui parle qu'il serait plaisant d'avoir un document pour rassembler toutes les idées, projets innovateurs dans ce cadre-là. Effectivement, vraiment, ça pourrait être pertinent. Ça pourrait inspirer aussi les autres. Effectivement, c'est vrai que si vous nous partagez des belles initiatives que vous mettez en place suite à la formation, on pourrait rajouter ça finalement sur le site comme initiative développée par des ambassadeurs de l'inclusion du Québec. Là. Ça serait vraiment le fun. Merci pour la suggestion. Si vous voulez, vous pouvez nous les envoyer. Là. Ça nous fait plaisir de les rassembler. Un catalogue de bons coups, oui, tout à fait. On a essayé de le faire un peu dans le guide, mais avec les initiatives inspirantes, mais veut pas, c'est ce qui existait avant le guide. On s'est déjà questionné, est-ce qu'on laisse la place à rajouter des initiatives là, mais ça fait que finalement, on va gérer 1 million de versions du guide, puis tout ça, puis ça va devenir plus lourd. Fait que je pense que l'idée que vous avez ici d'avoir une espèce de document de d'autres initiatives inspirantes là, après le guide, là, ce serait vraiment intéressant. Alors, c'est tout pour nous. Si vous voulez partager une chose que vous voulez essayer dans la prochaine année dans le chat ou verbalement, là, je serais bien curieux de vous lire ou de vous entendre avant que vous nous quittiez. Mais sinon, nous, ça fait le tour de ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui. Donc, on vous remercie beaucoup de votre intérêt et de votre temps dans ce contexte difficile dans lequel nous sommes tous présentement. Et puis, je vous ai ajouté dans le clavardage nos 2 adresses courriel si jamais vous voulez communiquer avec nous, si vous avez des questions après. Donc, gênez-vous pas. Je ne le vois pas dans le clavardage. Attends un peu. Je l'ai juste envoyé à une personne. Excusez-moi. Alors, je vais vous le remettre. Désolée. Merci.